Il y a vraiment beaucoup de choses que j'avais vu venir, mais alors il y avait aussi énormément de choses que j'avais pas du tout vu venir. Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous parler de la partie 4 de La Casa de Papel, sortie tout fraîchement sur Netflix, beaucoup attendu par les fans, beaucoup trop apparemment aussi parce que Netflix a crash à 9h, plus personne pouvait regarder Netflix pendant un quart d'heure à 9h, donc on comprend un petit peu l'attente des fans à ce niveau-là. J'ai juste à préciser que pour regarder cette critique, évidemment vous avez besoin d'avoir vu la saison 1, la saison 2 et la saison 3, donc si vous n'avez pas vu La Casa de Papel, déjà vous êtes fou parce que c'est une série de malades et en plus il faudra revenir un petit peu plus tard sur cette vidéo. Globalement cette saison 4, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je la trouve assez bonne, elle reste un petit peu au-dessus je trouve que la troisième, mais un petit peu en dessous que la première et la deuxième. On va donc avoir une première moitié de saison concentrée sur l'extérieur de la banque, Lisbonne, comment ça se passe, qu'est-ce qu'elle va dire ou pas à l'inspectrice, à Alicia je crois. Et une deuxième moitié de saison, comme vous avez vu dans le trailer, avec Ganja qui va foutre le bordel dans la banque, et Ganja franchement qui est un des piliers, qui est même le plus gros pilier scénaristique je pense de cette saison 4. Mais rassurez-vous, on va parler un petit peu plus de Ganja en partie spoiler. Je pense qu'on va passer très vite à la partie spoiler parce que j'ai énormément de mal à dire des infos, mais ce que je peux dire globalement c'est qu'il y a énormément d'actions, comme à peu près toutes les saisons de La Casa de Papel. C'est vrai que cette saison 4, je sais pas s'ils ont eu un budget assez supérieur par rapport aux autres, mais ils ont mis beaucoup de moyens pour réaliser certaines choses, et effectivement ça rend super bien. Il y a des fois on se croirait même dans un film de Fast and Furious, donc pour vous dire un petit peu l'équivalent hollywoodien versus série espagnole. Si vous avez vu aussi ma critique de la saison 3, je vous ai dit que j'avais énormément de mal avec certains personnages, comme par exemple Bogota, alors que je trouvais vraiment pas assez développé, comme par exemple Marseille, que je trouvais pas aussi développé, et je m'attendais vraiment à ce que dans cette saison 4, on puisse avoir un développement de personnage un peu plus accru, et généralement c'est ce qu'ils font. Si on prend l'exemple de Moscou en saison 1 et 2, on voit que Moscou est presque pas, ou même pas du tout développé en saison 1, et qu'ensuite en saison 2, c'est là où on va vraiment le montrer en tant que figure paternelle, en tant que membre du groupe à part entière, et je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse ça, notamment avec Marseille, qu'on avait vu genre 2 minutes en partie 3, et aussi avec Bogota, qui lui, on sent vraiment que c'est le Moscou de référence, la figure paternelle, il est plein de sagesse. Il a 2-3 discussions avec Denver, on sent vraiment que le mec est là pour remplacer Moscou, je pense qu'on l'a tous vu. Et malgré ça, j'ai toujours du mal avec ces personnages qui ne sont pas développés tout simplement. Et franchement, je suis grave déçu de ce côté-là. Surtout Marseille, bordel, il porte un nom de la deuxième plus grande ville de France. J'avais vraiment envie que, je sais pas, qu'il ressorte un petit peu du lot, que voilà. Et au final, Marseille est juste, et ça me fait mal de le dire, une facilité scénaristique, tout comme d'ailleurs Mathias, que l'on a vu en partie 3, qui lui ne sert strictement à rien. Il est juste là pour décharger les trucs et pour se dire bon attends, on a plus de personnages en stock, il y a plus trop personne qui peut surveiller les otages, donc on va mettre Mathias sur le coup, et tous les vrais personnages entre guillemets de la saison vont participer à l'action et aux arcs scénaristiques de la saison. Et c'est assez marrant parce que du coup quand t'as des nouveaux personnages dans une série, c'est eux que tu vas développer, alors que là pendant toute la saison ce sont les anciens personnages qui vont être développés. Je pense notamment à Arturo. Mon dieu, Arturo, on y reviendra en partie spoiler, je n'étais pas prêt. Du coup au niveau des personnages, ils ont un petit peu jonglé aussi entre les personnages, parce que comme on a vu dans le trailer, Tokyo se fait séquestrer, ce qui veut dire qu'elle est assez absente de la saison entre guillemets pendant un moment. Lisbonne, elle se fait capturer, donc t'as pas grand chose à faire non plus. Le professeur, il est toujours assez de son côté. Nairobi est sur le billard. Donc du coup ils ont choisi de se focaliser sur Denver, qui en fait presque finalement la figure principale de la première moitié de saison. On voit vraiment que lui, on voit un petit peu sa relation avec Monica, comment ça évolue, comment ils arrivent à peser les pour et les contre de ce braquage. D'ailleurs j'y pense, je vous parle du professeur, et je l'ai trouvé un petit peu en dessous de ce qu'on a eu aux saisons précédentes. Il est un petit peu moins présent déjà dans l'intrigue, j'ai l'impression. Ce qui est totalement paradoxal d'ailleurs, parce qu'on se rend bien compte que pourtant à la fin de la saison 3, on se dit bon, on va avoir une bonne partie de la saison avec le professeur qui va essayer de gérer ses émotions parce qu'il croit que Lisbonne est morte et tout le tralala. Et finalement, c'est vrai, il y a quelques passages qui sont montrés quand il apprend à gérer entre guillemets son deuil, on va dire ça comme ça. Mais au final, il est pas si présent que ça, alors que moi je m'attendais vraiment à ce qu'une bonne partie de l'intrigue soit justement centrée sur le personnage. Et quand je dis sur le personnage, ça veut dire dans le présent, parce qu'effectivement il est présent dans énormément de scènes de flashback. Je crois qu'il y en a même plus de scènes de flashback que dans la saison 3. Et qu'on soit clair, en fait les scènes de flashback ne servent à rien dans cette saison 4, et c'est trop dommage en fait, parce que le souci c'est que les scènes de flashback en saison 3, elles servaient justement à nous introduire Palerme, qui était donc un nouveau personnage. Il fallait donc trouver le moyen de développer ces personnages tout en continuant
l'intrigue principale, donc les flashbacks étaient de mise. C'était du génie en fait de constituer la saison avec des parallèles comme ça en flashback pour vraiment perdre aucune lenteur, aucun rythme. Là le souci c'est qu'on arrive en saison 4, on voit qui est déjà Palerme, on voit qui est déjà Pokota, on sait à peu près leur caractère et donc ça ne sert à rien finalement de mettre ces flashbacks parce qu'on a des personnages qui sont déjà développés. Alors même si pour Palerme il y a peut-être un point très vite fait où on peut penser que oui les flashbacks ont marché, mais sinon tout le reste des flashbacks sert vraiment pour le fanservice, pour placer Berlin que j'adore au passage effectivement, mais il sert à rien, il est juste là pour avoir quelques lignes de dialogue, pour nous faire sourire. Après je suis persuadé qu'il y a des choses qui auraient pu être un peu mieux développées si on avait un petit peu moins de scènes de flashback. Et justement pour vous parler de tout ça, on va passer en partie spoiler parce que je ne peux plus rien dire là, j'ai tout dit en partie dans spoiler, il faut que vous voyez cette série bordel. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait avec Arturo? C'était vraiment le personnage que l'on adorait détester en saison 1. Au fur et à mesure, il a évolué, on s'est attaché à lui, tout le monde le prend un petit peu pour un bisu, limite quand on le voit, il nous fait de la peine, mais on l'adore en fait. Et là, ils nous ont transformé Arturo en violeur. Franchement j'étais pas prêt, ça fait grave bizarre en plus. Et Arturo en fait c'est ça, ils ont décidé que finalement s'il était rentré dans la banque c'était parce qu'il avait pas eu son heure de gloire. Ils voient que tous les braqueurs ont leur heure de gloire, ils ont plein de fans, ils ont des écrans géants, ils ont tout ce qu'ils veulent. Alors que lui qui était pourtant la victime, il se retrouve sans gloire. Il a certes écrit un livre je crois, il fait des conférences mais ça marche pas trop. Et il veut donc passer pour le héros. Et à côté de ça, ça lui monte à la tête. Et il décide de droguer ses collègues entre guillemets otages et il va les violer. En fait il trouvait ça très bizarre, mais ça coule aussi de sens. Je trouve que c'est intéressant dans son développement de personnage parce que c'est le personnage qui va vraiment passer des deux côtés de la balance en très peu de temps. Et moi je me suis dit, Arturo au fur et à mesure des saisons c'est quelqu'un qui va s'intégrer à la bande, qui va devenir entre guillemets braqueur parce qu'il est très présent. Il a aussi des liens très particuliers avec Denver notamment, et au final vu comment ils l'ont tourné en mode violeur, je pense pas que ce sera de sitôt. Il y a des choses qui se répètent un petit peu concernant Palerme parce que c'est vrai que Palerme c'était un petit peu le Berlin de référence en saison 3, il avait un petit peu le même caractère. D'ailleurs, en parlant de caractère, il y a énormément de choses qui sont expliquées concernant Palerme. On sait qu'il est amoureux donc de Berlin, même si on s'en doutait ou on le savait, je ne sais plus, mais en tout cas on s'en doutait très fortement en saison 3. Et là en fait, tout ce qu'on apprend grâce au flashback que je vous parlais tout à l'heure, et que oui, on apprend un petit truc au moins, on apprend qu'il a été entre guillemets frustré en amour. Et en gros, si on fait un petit peu de psychologie, c'est pour ça qu'il tiendrait autant à ce plan et qu'il souhaiterait s'en sortir. Mais à part ça, il n'y avait pas besoin énormément de flashbacks, je pense. Franchement, il y en avait beaucoup trop, je trouve. J'ai bien aimé le fait que ce soit Tokyo qui sème le doute un petit peu dans la tête du professeur pour lui dire écoute, est-ce que tu as vu aux infos que Lisbonne était morte? Est-ce que tu allais vérifier? Parce que s'il faut, il la séquestre juste. Et ça montre vraiment que les deux personnages, même s'ils sont très différents, que Tokyo est très impulsive et pas très réfléchi entre guillemets, que le professeur justement lui pense tout le temps, même quand il dort il pense. Ça montre que ces deux personnages peuvent être complémentaires et que les deux sont super utiles l'un à l'autre. Et du coup, le fait que ce soit Tokyo, ça coule de source, c'est entre guillemets la plus maligne, c'est celle qui va se méfier de tout. Je vous rappelle qu'en saison 1, comme elle disait, sa mère a essayé de lui tendre un piège pour qu'elle se fasse emprisonner, pour qu'elle se fasse juger, pour qu'elle se fasse attraper. Donc depuis, elle est un petit peu sur le qui-vive et ça fonctionne. Du coup, avant de parler de Ganja, parce qu'on va en parler pendant un moment, c'est vraiment un personnage intéressant, je voulais revenir un petit peu donc sur Bogota et sur Marseille. Marseille aussi, j'avais un petit peu l'impression qu'il se téléportait à des endroits sans vraiment de délai, on va dire, parce qu'il y a une scène où tu le retrouves dans le désert à bord d'un hélicoptère, et la scène d'après, tu vas le retrouver en face d'un parking, clope à la bouche, tout va bien, le mec est pas fatigué. C'est pas comme si entre l'Espagne et l'Algérie, il y avait quand même plusieurs heures de vol, j'ai envie de te dire. Surtout qu'ils sont à Madrid, donc c'est pas comme s'ils étaient au sud de l'Espagne et qu'ils avaient juste à prendre un bateau pour aller en Algérie en une demi-heure. Non, rassurez-vous, j'ai pas non plus oublié Rio, qui a un arc narratif qui est intéressant, je trouve, mais qui aurait pu être beaucoup plus intéressant malheureusement. C'est vrai que Rio passe un peu du mec hyper sûr de lui, hyper sexy, tout ce que tu veux, à un mec qui s'est fait traumatiser, qui a peur de tout. On dirait littéralement un enfant, hein, c'est le cas de le dire. Et je pense qu'il aurait fallu un petit peu plus creuser, hein, notamment lui faire commettre plus d'erreurs que juste, entre guillemets, de ne pas tirer sur Ganja, même si Ganja c'est un peu lui qui fout toute la merde après, et qui tue Nairobi, on va en parler plus tard. Et en fait j'ai remarqué l'histoire de Rio, finalement, elle sert juste à débloquer certains plans du professeur, comme par exemple les missiles qu'il veut lancer pour que justement les flics se sentent un petit peu submergés, qu'ils aient pas le temps d'éteindre le feu, comme c'est dit justement dans la série. Ils vont révéler des choses à la presse, ils vont révéler tout ça petit à petit, qui fait que
les braqueurs vont s'en sortir, même si on ne sait toujours pas comment ça va finir, et je reviendrai aussi là-dessus après. C'est les flashbacks qui causent clairement le souci de cette saison, c'est que si t'en mettais un peu moins, tu pouvais surtout débloquer l'histoire de Rio, qui est une histoire psychologique et qui mérite de l'attention. Alors peut-être que ça va être une chose qui va se développer courant saison 5, parce que on voit clairement qu'il y aura une saison 5, on n'était pas sûr, mais là on peut le dire clairement, il y aura une saison 5. J'ai bien aimé toute la mise en scène entre guillemets religieuse qu'il y a autour de Nairobi. Je crois qu'un épisode avant qu'elle meure, il y a déjà quelques scènes qui sont entre guillemets religieuses. On voit déjà que quand Gandia se libère, qui monte petit à petit les escaliers, il est à contre-jour, il est devant une énorme fenêtre qui pourrait laisser penser un petit peu à un vitrail, je crois qu'on dit ça, d'église. Et justement toute cette lumière, en plus il fait un espèce de geste en mode Jésus, ça signifierait un petit peu que c'est un petit peu le prophète qui se prend pour un prophète, que c'est lui qui va libérer tout le monde et que c'est lui qui est porteur de la parole de la justice entre guillemets. Et je crois un ou deux épisodes après, Nairobi meurt tout simplement. Avant ça on a des chants religieux, clairement on nous prévient qu'il y a une couille qui va se passer, c'est clair. Et on a une autre scène en mode religieuse où on voit Helsinki qui porte Nairobi dans un drap blanc tout le long de ses marches. J'ai trouvé que c'était assez beau, franchement, le chant religieux est bien placé. Je trouve que c'est un super bon choix d'avoir mis un ancien des forces spéciales, je crois, en guise de garde du corps, parce qu'au final les scénaristes auraient très bien pu prendre un garde du corps classique, mais là on sent vraiment que le mec il est déter quoi. Franchement c'est un soldat de ouf. Au moment où il est dans un couloir, il se prend des balles de partout, même si t'as un gilet pare-balles, crois-moi, quand tu te prends des balles normalement t'as des petits impacts, hein, t'as des bleus, ça picote un peu quand même. Là le mec se relève sans souci, il a l'habitude. Une chose que j'ai pas compris là-dessus, et peut-être que vous pouvez m'éclairer en commentaire, c'est justement le fait qu'il emprisonne donc Tokyo, très bien, et ensuite il va tuer Nairobi, et c'est là où je ne comprends pas trop les deux choses, c'est qu'il dit que Tokyo c'est son cobaye. Pourquoi ne pas l'avoir tué dès la première fois, alors que Nairobi il a pas hésité une seule seconde, alors que c'était pas forcément une menace. Alors certes il avait dit à Nairobi qu'il la tuerait, mais Tokyo il aurait très bien pu la tuer. Et aussi des incohérences mais qui sont justifiées pour le coup, qui prouvent que Ganja n'est rien d'autre qu'un psychopathe, parce que justement il essaie de tuer Helsinki en le pendant, il essaie aussi de tuer Nairobi dans son sommeil entre guillemets, et après ça il va dire à Tokyo que c'est pas un tueur. Alors je sais pas comment il se voit, il a peut-être deux personnalités qu'il assume pas trop, ou en tout cas je sais pas, il y a un petit flou à ce niveau là, mais le gros flou c'est vraiment pourquoi il ne tue pas Tokyo, il dit que c'est son cobaye, et de l'autre il va tuer Nairobi. Pour moi dans ma tête c'était soit tu séquestres tout le monde avec éventuellement des dommages collatéraux, sauf que Nairobi c'était pas du tout un dommage collatéral, c'était voulu, soit tu tues tout le monde au final. Et là il a fait un mélange des deux, j'ai pas très bien compris, vous me direz en commentaire si vous y voyez plus clair. Un truc que je n'avais pas du tout vu venir de cette saison, c'est la fameuse actrice espagnole très connue en Espagne, je ne sais plus son nom, qui était présente déjà en partie 3 dans Les Otages, et qui se révèle être du coup l'otage infiltré. C'était une théorie que j'avais lue et à laquelle je ne croyais pas forcément. Je me suis dit que le fait que l'actrice soit là, c'était plus un caméo qu'autre chose. Et au final, vraiment le plus, c'est que en fait, on apprend que c'est une actrice, oui, mais que de base, c'est Juanito. Ce n'est pas Julia comme elle s'appelle. Et ça, mais alors j'ai trouvé ça, mais alors génial et d'un génie. C'était, on a une scène avec Denver qui essaie de comprendre un petit peu comme un enfant comment ça fonctionne, est-ce qu'elle aime les hommes, est-ce qu'elle aime les filles, comment s'est passée sa transformation. Et finalement, je trouvais ça super bien parce que déjà, ça colle super bien au personnage de Denver. Voilà, il est un petit peu naïf malgré lui, mais on l'adore. Et en plus, ça va défendre une cause entre guillemets. Ça va permettre à certains, à travers une série, de comprendre d'autres choses et de sortir un petit peu de leur zone de confort. Je trouve que c'était vraiment un très bon choix là-dessus. C'était surprenant aussi parce que je pense qu'on s'y attendait pas du tout. J'ai lu beaucoup de théories sur la Casa de Papel, personne n'avait vu venir ce truc. Vraiment, c'était du génie. Quand on voyait toutes les scènes de flashback autour de Nairobi, on savait qu'elle allait mourir, c'était sûr et certain. Après, on se doutait pas forcément qu'elle allait mourir comme ça, qu'elle allait se faire exécuter, parce qu'on était arrivé un petit peu au bout de son développement, il n'y avait pas grand chose à dire, peut-être juste la faire prendre sa retraite, entre guillemets, pour la faire élever son enfant. D'ailleurs, je trouvais ça très sympa que ce soit l'enfant du professeur aussi, même si très étonnant. Et je vais vous dire, je pensais que c'était la dernière saison, parce que tout le monde révèle son identité, on voit un petit peu que tous les mystères sont résolus, je me suis dit, c'est bon, là les scénaristes, ils veulent arrêter, d'autant plus qu'il y a les réalisateurs, les scénaristes, je ne sais plus, qui avaient dit dans une interview, il n'y a pas si longtemps que ça, qui voulaient justement finir la série sur une bonne saison, qui ne comptaient pas faire énormément de saisons, qui voulaient finir sur une bonne fin et rester dans les mémoires comme ça, et je les respecte pour ça. C'est difficile de prendre ce choix finalement quand t'as une série qui marche aussi bien sur Netflix, et au final
final, avec cette fin dont je vais vous parler, on sait qu'il va y avoir une saison 5. En tout cas, c'est sûr. Je veux dire, on peut pas rester comme ça. Le fait qu'Alicia sorte, le fait que Ganja soit un petit peu assommé, mais on ne sait pas comment. J'ai envie de voir aussi cette intrigue autour du professeur et d'Alicia. Comment ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont collaborer ensemble? Est-ce que au contraire, ils vont justement se détester et ça va nuire à la bande? Je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller, mais rassurez-vous, j'ai prévu une vidéo théorie qui arriverait normalement dimanche, donc j'aurai un petit peu le temps de réfléchir d'ici là. Et si vous voyez pas de vidéo, c'est tout simplement que je suis encore perplexe et que je n'ai aucune théorie. Bref, j'ai certainement oublié beaucoup de choses, mais j'ai l'impression de parler aussi beaucoup trop, donc on va s'arrêter là. Si jamais vous voulez parler de la Casa de Papel encore plus, si jamais il y a des points que vous voulez que je développe, les commentaires sont là pour ça. N'oubliez pas le like et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. On se retrouve donc dimanche pour la vidéo théorie, entre guillemets, peut-être, et en tout cas mardi pour la vidéo réaction du Disney+, la sortie en France, enfin. Celle-ci, je l'attendais, je pense, un petit peu plus que la Casa de Papel, et pourtant la Casa de Papel, c'était déjà pas très mal en termes de hype. Prenez soin de vous les dos, on se retrouve très vite, des bisous les dos.